Japon fais-moi peur, un podcast sur l'univers du kaidan. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas posté d'épisode. J'ai bien vu vos commentaires, vos messages me demandant quand est-ce que le prochain épisode arriverait. Et je me sentais mal. J'avais l'impression de vous avoir laissé tomber alors que vraiment j'avais envie de travailler là-dessus, que je voulais absolument vous enregistrer les épisodes et vous les poster. Et puis, il y a eu une accumulation de choses du quotidien avec les écoles des enfants. Et puis j'ai eu un souci de santé. Ça a commencé l'année dernière, ouais, en 2024. Et en fait, je ne pouvais plus me déplacer sans douleur. Bon, l'année dernière, j'ai eu les premiers signes. C'était juste, voilà, je me réveillais le matin. Je posais les pieds sur le sol. En fait, je ne pouvais pas. Je devais me déplacer sur la pointe des pieds. Mais je me disais, c'est juste peut-être, voilà, le temps que le corps démarre. Puis j'avais pas le temps de penser à ça. C'est devenu de pire en pire, notamment au mois de mai dernier, où j'ai énormément marché. Et en fait, je me déplaçais dans la douleur. Je rentrais le soir, mais j'étais en pleurs, j'en pouvais plus. J'ai vraiment passé ces mois-là à souffrir. C'était du matin au soir, je ne pouvais même plus me tenir debout. Et en fait, ce que j'ai eu, c'est une plantar fasciitis, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. C'est un mal qui est assez répandu finalement, hein. Franchement, vous vous réveillez le matin et vous savez que vous allez avoir mal toute la journée, quoi que vous fassiez. Et vous vous sentez mal mentalement. Je ne me déplaçais plus que pour les activités des enfants. Donc les écoles, leurs activités, et les faire sortir voilà, le week-end et tout, parce qu'on ne pouvait pas les laisser à la maison. Et pour faire les courses. Et finalement, c'est en juin où là, on s'est dit que non, en fait, on n'allait pas laisser ça traîner. Et donc, j'ai trouvé une clinique qui... en fait, ils font des massages et des ondes. Là, c'est un traitement par ondes, par électrochoc. Et c'était extrêmement douloureux. Donc, j'ai fait énormément de séances en 3 semaines avant de venir ici, en France. Parce que voilà, je suis en France, dans ma famille actuellement. Et qu'on a fait un maximum de séances pour éviter que je sois hospitalisée. Si on n'arrive pas à soigner cette condition, c'est soit des infiltrations, soit à la chirurgie. Et moi, c'est quelque chose que je vais absolument éviter. Pour le moment, ça va. Donc voilà, c'est l'une des principales raisons pour laquelle je n'ai pas pu me concentrer sur le podcast, sur le site internet, sur plein de choses en rapport avec Japon fais-moi peur ces derniers mois. Là, je suis dans ma famille. Et je vais continuer à vous enregistrer les épisodes autant que possible. C'est clairement pas dans les mêmes conditions qu'habituellement, mais voilà, on va faire avec et j'espère que la qualité sera toujours là et surtout que ça vous plaira. En été, il y a au Japon une tradition un peu particulière. Se faire peur pour se rafraîchir. J'en ai déjà parlé dans un épisode, je ne sais plus lequel, mais si vous me suivez depuis un moment, ça vous dira sûrement quelque chose. Les Japonais pensent que la peur provoque des frissons, et donc une sensation de fraîcheur. C'est pour ça que l'été, on retrouve plein d'activités liées aux fantômes, aux esprits et aux malédictions. Il y a par exemple les kaidankai, des soirées où l'on écoute des histoires de fantômes à la lueur des bougies. Il y a aussi le Yaku Monogatari. C'est une ancienne tradition
où 100 histoires d'horreur sont racontées, en soufflant une bougie après chaque récit, jusqu'à ce qu'un esprit apparaisse. Et il y a les fameux Obake Yashiki, des maisons hantées temporaires dans les parcs d'attractions. Et pour terminer, il y a les Kimodameshi. Ce sont des défis entre amis où l'on visite un lieu abandonné ou effrayant de nuit pour tester son courage. Et justement, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de Kimodameshi, une sorte d'urbex, donc d'exploration urbaine, mais à la japonaise. C'est une légende urbaine qui tourne pas mal sur les réseaux japonais depuis plusieurs années déjà. Épisode 59. Ce qui se cache dans l'hôpital abandonné. C'est l'histoire d'un jeune homme qui voulait partir chasser les fantômes avec quelques amis. Ils étaient 4 ou 5. Les Japonais appellent ça Shinrei Spot Tomeguri, visiter des lieux hantés. C'est une activité plutôt courante au Japon. Alors, juste pour éclaircir ce point, visiter des lieux hantés, juste par curiosité, c'est du Shinrei Spot Tomeguri. Puis, lorsque c'est dans le but de tester son courage, c'est aussi du Kimodameshi, donc une sorte de sous-genre au Shinrei Spot Tomeguri. Donc là, il y avait un hôpital abandonné, tout seul, au milieu des montagnes. Et c'est là-bas que notre protagoniste et ses amis ont décidé de se rendre. Dans le groupe, un des garçons était médium, du genre à sentir tout de suite s'il y a une présence. Ils se sont dit que s'ils l'emmenaient, quelque chose d'intéressant pourrait arriver. Et si jamais il y avait un danger, ils seraient capables de les prévenir. Le jour est arrivé, enfin, plutôt la nuit. Il était minuit passé et il se trouvait en pleine montagne. Tout autour, c'était noir, vraiment noir. Dans cette obscurité, l'hôpital se dressait, sinistre, seul au milieu de rien. Il y avait comme une angoisse dans l'air, un sentiment que quelque chose pouvait surgir à tout moment. Même ceux qui étaient excités au départ commençaient à hésiter. Ils se demandaient, est-ce qu'on entre vraiment, là, maintenant? Mais après tout ce chemin, ils ne pouvaient pas reculer. C'était aussi une épreuve de courage alors. Alors ils ont pris des lampes torches, une caméra vidéo, et ils sont entrés. À l'intérieur, tout était vide, silencieux. Ils ont commencé à explorer pièce par pièce, en filmant les couloirs. Au début, rien. Pas de bruit bizarre, pas de silhouette. Même le médium disait qu'il n'y avait rien d'anormal. Il continuait à avancer. Et puis forcément, ils ont fini par tomber sur la salle d'opération. Un hôpital abandonné, une salle où des vies avaient été sauvées ou perdues. S'il devait y avoir quelque chose, ce serait là. Arrivé devant la porte, le médium s'est mis à trembler. Il a dit « C'est pas bon, moi je n'entre pas. Sérieusement, je vous le dis, faut pas entrer. » Il avait l'air tellement convaincu que tout le monde l'a cru. Alors ils ont décidé de ne pas entrer. Mais ils avaient la caméra vidéo. Un des gars a dit « On va juste ouvrir un peu, filmer vite fait et c'est tout. » Ils ont entrouvert la porte et glissé la caméra à l'intérieur. Un plan rapide, de droite à gauche, rien de plus. Rien d'étrange ne s'est passé cette nuit-là. Quelques jours plus tard, ils se sont retrouvés pour regarder les images. Au début, rien. Aucun bruit. Pas d'apparition. Ils se disaient « Bon, c'est ennuyeux, mais bon, normal. » Et puis,
Ils sont arrivés à la séquence de la salle d'opération. Sur l'écran, l'intérieur défilait, doucement, de droite à gauche. Et tout à la fin, derrière la porte, il était là. Ce n'était pas un fantôme, c'était un homme d'âge mûr, avec un couteau à la main. Tout le monde est resté figé, sans voix, parce que si, ce jour-là, ils étaient vraiment entrés dans la salle. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, je sais, l'histoire est courte. Et au final, il n'y avait même pas de fantôme, juste un homme. Mais justement, qu'est-ce qu'il faisait là, seul, au beau milieu de la nuit? D'après certains spécialistes, ce n'est pas si rare que ça. Il arrive que des gens s'installent dans des bâtiments abandonnés. Il y a le témoignage de Oshimatelu, un japonais créateur d'un site qui porte son nom. Ce site vous permet de rechercher les maisons ou les appartements dans lesquels quelqu'un est déjà mort par suicide, meurtre, accident. C'est très populaire au Japon. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ici ou ailleurs. En tout cas, moi, il me semble bien en avoir parlé dans un épisode, ou au moins sur le compte Instagram. Les Japonais utilisent ce site avant d'emménager quelque part pour vérifier si l'endroit est clean, sans histoire sombre ni événements bizarres. Parce que bon, si un appartement est vraiment bon marché, parfois il y a une raison et pas une bonne. Oshimatelu, lui, visite parfois ces lieux soi-disant hantés. Un jour, on lui a demandé « C'est quoi pour toi l'endroit le plus effrayant ?» Et il a répondu « Les bâtiments abandonnés. » Et en fait, c'est normal, parce que ces lieux sont isolés, déserts, sans personne aux alentours, ce qui en fait des planques parfaites. Parfois, des sans-abri y vivent. Mais dans le pire des cas, ce sont des gens qui ne veulent pas être trouvés. Il y a par exemple l'affaire de Ichihachi Tatsuya. En 2007, une professeure d'anglais a été assassinée au Japon. Le principal suspect, Ichihachi Tatsuya, avait été repéré et encerclé par la police, mais il a réussi à s'échapper. C'est l'un des faits divers les plus fous de ces dernières années au Japon. Mais pour faire court, il a fui à travers tout le pays, s'est fait refaire le visage et a vécu caché pendant longtemps. Et pendant sa cavale, il dormait dans des bâtiments abandonnés. Dans son cas, ce ne sont pas des amateurs d'urbex qui l'ont trouvé, heureusement, mais vous voyez l'idée. Quand quelqu'un se cache dans un endroit isolé, c'est rarement bon signe. Et c'est ça qui fait peur. Évidemment, tous les squatteurs ne sont pas des criminels, mais parfois il suffit de tomber sur la mauvaise personne, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et dans un bâtiment délabré, sans réseau, sans issue, vous imaginez la suite. D'ailleurs, récemment, un groupe d'explorateurs est tombé sur le cadavre d'un homme dans un bâtiment abandonné. Depuis, on parle beaucoup plus de la sécurité de ces lieux et de leurs accès. Franchement, faire de l'urbex au Japon, ce n'est pas du tout une bonne idée. Je sais que c'est à la mode, que certains influenceurs se vantent d'en faire, mais c'est une activité qu'il faudrait mieux éviter et surtout ne pas promouvoir. Déjà parce que c'est illégal. Vous entrez dans des propriétés privées. Et si vous vous faites arrêter, vous risquez gros, très gros, surtout si vous êtes étranger. Ça peut remettre en cause votre visa et dans certains cas, vous faire expulser du pays. Dans le cas du groupe de jeunes qui a retrouvé un cadavre humain, ils ont évité des poursuites judiciaires parce qu'ils avaient tout de même fait une bonne action en rapportant leur découverte. Mais dans un premier temps, la question s'est posée de les poursuivre. Ensuite, il y a aussi les risques physiques, bâtiments instables, matériaux dangereux. Un accident est vite arrivé. Il y a eu d'autres cas où des fugitifs se cachaient dans des hôtels capsules ou même dans des grottes, mais les hôpitaux abandonnés, les écoles désaffectées, les vieilles maisons au fond des montagnes, ça reste l'endroit privilégié pour se cacher ou disparaître. Donc conclusion, évitez absolument ces endroits, même pour juste vous amuser quelques secondes ou pour juste prendre une photo Instagram, ça vaut vraiment pas le coup. Oshimai. Bon, il était temps que je termine. J'ai fait vraiment très vite et très court. Là, je suis en train d'enregistrer le matin.
J'entends mes enfants là qui ils sont réveillés et ils veulent jouer. Enfin bref, c'était un épisode très court. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà fait du kimodameshi, donc explorer des endroits dits hantés pour tester votre courage. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.